Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 heures au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient à Bruxelles avec la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, avant de participer aux travaux du premier sommet égypto-européen. À Rafah, le Croissant Rouge égyptien lance le 56e convoi des aides Zad el-Izza de l'Égypte à Gaza. Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé que l'accord de cessez-le-feu à Gaza représentait une opportunité pour restaurer la paix dans le Moyen-Orient. À l'une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé aujourd'hui la délégation de l'Égypte qui doit participer aux travaux du premier sommet égypto-européen à Bruxelles. Un sommet qui couronne le partenariat stratégique global lancé officiellement au Caire en mars 2024. En marge de sa visite à Bruxelles, le président el-Sisi aurait une série importante d'entretiens avec de hauts responsables de l'Union européenne ainsi qu'avec nombre de dirigeants européens, outre le roi de la Belgique. La visite du président el-Sisi à Bruxelles est centrée sur le dossier économique. En marge du sommet, un forum économique élargi aurait lieu sur les perspectives d'investissement en Égypte avec la participation des géantes sociétés européennes. Au cours de la visite, le président el-Sisi doit aussi aborder la vision de l'Égypte sur la lutte contre la migration clandestine et sur d'autres importants dossiers. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu aujourd'hui Mme Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, à sa résidence à Bruxelles, en Belgique. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi a exprimé sa satisfaction pour le partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Union européenne, soulignant l'importance de renforcer la consultation et la coordination entre les deux parties, notamment dans les domaines politiques et sécuritaires, afin de servir les intérêts du Moyen-Orient et de l'Union européenne. Le président el-Sisi a souligné que la situation au Moyen-Orient était tumultueuse et que l'Égypte était attachée à une politique équilibrée et avisée visant à consolider la sécurité et la stabilité loin des intérêts particuliers. Le chef de l'État a également expliqué que l'Europe n'avait pas été significativement touchée par les répercussions de la migration clandestine grâce aux efforts déployés par l'Égypte dans ce domaine. Le président el-Sisi a d'autre part passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour résoudre les crises et instaurer la stabilité dans plusieurs pays de la région. Pour sa part, Mme Kallas s'est réjouie de sa rencontre avec le président el-Sisi, saluant le rôle essentiel de l'Égypte dans l'instauration d'un cessez-le-feu et la stabilité, non seulement à Gaza, mais aussi au Soudan et dans d'autres pays en crise. La réunion a également abordé les questions liées à l'eau et à la sécurité en mer Rouge dans la Corne de l'Afrique, soulignant la nécessité de respecter le droit et les normes internationaux et de ne pas porter atteinte à la souveraineté des États. Le président el-Sisi a adressé hier ses sincères félicitations à Mme... Le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé hier ses sincères félicitations à Mme Sanae Takaichi pour son élection au poste du Premier ministre du Japon, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction dans l'histoire du pays. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président el-Sisi a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec la nouvelle chef du gouvernement japonais afin de dynamiser et développer davantage de partenariats stratégiques entre les deux pays. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé la réunion hebdomadaire du gouvernement au siège du Conseil dans la nouvelle capitale administrative. Il a salué la participation du président el-Sisi au premier sommet égypto-européen qui se tient à Bruxelles, qualifiant cet événement de couronnement du partenariat stratégique global entre l'Égypte et l'Union européenne. Madbouli a également évoqué les préparatifs avancés pour l'inauguration du Grand Musée égyptien prévu le 1er novembre, soulignant le suivi constant des travaux et l'importance de cet événement culturel majeur. Au cours de la réunion, un rapport des ministres des Finances, Ahmed Kochok, a mis en avant la perception positive des institutions financières internationales sur les progrès économiques de l'Égypte, notamment dans les secteurs de l'industrie, des exportations du secteur privé et de l'énergie.
Dans le cadre des efforts égyptiens déployés pour présenter le soutien alimentaire et de secours aux habitants de Gaza, le Croissant Rouge égyptien a lancé le 56e convoi de Z de la SDA de l'Égypte à Gaza. Ce convoi transporte des centaines de camions d'aide humanitaire urgente en direction de la bande de Gaza. Le convoi transporte près de 8300 tonnes d'aide humanitaire et 4000 tonnes de paniers alimentaires et de farine, 2300 tonnes de fournitures médicales et plus de 1800 tonnes de matières pétrolières. Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé aujourd'hui que l'accord de cessez-le-feu à Gaza constitue une bonne opportunité pour restaurer la paix au Moyen-Orient. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Vance a affirmé que la tâche de la communauté internationale sera très difficile pour désarmer le Hamas dans la bande de Gaza ainsi que pour reconstruire le territoire palestinien comme prévu par l'accord de cessez-le-feu parrainé par les États-Unis. Un accord de cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur le 10 octobre après plus de 2 ans d'une guerre entre Israël et le Hamas. Il est basé sur un plan en 20 points du président américain Donald Trump qui prévoit le désarmement du Hamas, de nouveaux retraits israéliens ainsi que l'afflux d'aide humanitaire dans le territoire palestinien dévasté et sa reconstruction. L'armée d'occupation israélienne a annoncé ce matin avoir identifié 2 corps d'otages récupérés à Gaza comme étant ceux de Tamir Hadar et Ariesh Zalmankovitch. Hier soir, Israël a annoncé avoir récupéré via le Croix-Rouge international à Gaza 2 nouvelles dépouilles d'otages restituées par le Hamas. Au terme de l'accord qui a instauré le cessez-le-feu, le Hamas a libéré au 13 octobre les 20 otages vivants qu'il détenait depuis octobre 2023. Il devait aussi rendre à cette date tous les corps d'otages, mais il n'en a restitué jusque-là que 15 sur les 28 qu'il retient. En échange, Israël a remis pour l'instant 165 corps de Palestiniens. Le ministre britannique de la Défense, John Halley, a déclaré qu'un petit nombre de militaires britanniques participent en Israël à la mission menée par les États-Unis de surveillance du cessez-le-feu à Gaza. Le ministre a précisé que des officiers britanniques chargés de la planification ont été intégrés au centre de coordination militaire ou civile dirigée par les États-Unis, assurant qu'ils peuvent contribuer à la surveillance du cessez-le-feu. Le ministre avait déclaré lundi que la Grande-Bretagne jouerait un rôle central dans les efforts déployés à la demande de Washington. La Corée du Nord a procédé au lancement de plusieurs missiles balistiques selon Séoul à un peu plus d'une semaine d'un sommet international en Corée du Sud auquel doit participer le président américain Donald Trump. La Corée du Nord a procédé au lancement de plusieurs missiles balistiques selon Séoul à un peu plus d'une semaine d'un sommet international en Corée du Sud auquel doit participer le président américain Donald Trump. L'état-major interarmé sud-coréen a indiqué avoir détecté plusieurs projectiles, vraisemblablement des missiles balistiques à courte portée. Plusieurs grands dirigeants, dont Donald Trump, sont attendus les 31 octobre et 1er novembre à Jeongu pour le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique APEC. Le président américain a déclaré qu'il espérait rencontrer le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un, possiblement cette année après 3 réunions au cours de son premier mandat. Mais les négociations avaient échoué. Les États-Unis ne parvenaient pas à arracher à la Corée du Nord la moindre concession quant à un abandon de ses armes nucléaires. La Corée du Nord continue en parallèle de développer ses programmes militaires. En septembre, Kim Jong-un avait assisté à un test de moteur à combustible solide pour des missiles nucléaires longue portée. Il s'agissait du 9e et dernier de ce programme. Les programmes nucléaires et des missiles nord-coréens font l'objet de lourdes sanctions des Nations Unies. Pyongyang les justifie par les menaces dont il se dit l'objet de la part des États-Unis et de leurs alliés, dont la Corée du Sud.
Au moins 6 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une nouvelle vague de frappes russes sur des infrastructures énergétiques qui ont provoqué des coupures du courant à travers l'Ukraine et touché notamment Kiev. Ces attaques interviennent alors que le président américain Donald Trump a reporté sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine en disant qu'il ne voulait pas de discussion pour rien. Les deux dirigeants ont envisagé de se retrouver à Budapest pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé que la Russie ne ressent pas suffisamment de pression pour mettre fin à la guerre, appelant les Européens et Washington à prendre des sanctions sévères. Zelensky est en visite en Suède aujourd'hui où doit être annoncé un accord d'exportation d'armes. Le ministère russe de la Défense a de son côté rapporté avoir neutralisé 33 drones ukrainiens au cours de la nuit. La patronne du Louvre, silencieuse depuis dimanche, doit s'exprimer aujourd'hui devant des parlementaires français pour expliquer comment des cambrioleurs ont pu voler des joyaux de la couronne dans le musée parisien pour un préjudice estimé à 88 millions d'euros. Après 3 jours porte close, dont le mardi de fermeture hebdomadaire aux grandes dames des touristes, le Louvre, le musée le plus visité au monde, rouvrira mercredi. En coulisses, l'enquête se poursuit pour tenter de mettre la main sur les 4 cambrioleurs et leur incroyable butin commis dans la prestigieuse galerie d'Apollon. Un vol qui a provoqué une forte émotion en France comme à l'étranger et une enquête politico-médiatique sur la protection des œuvres du Louvre. En première ligne depuis dimanche, la ministre de la Culture, Rachida Dati, va laisser s'expliquer la présidente directrice du Louvre, Laurence Descartes, qui n'a pas encore fait de déclaration publique sur le vol. Elle sera auditionnée à 14h30 GMT par la Commission de la Culture du Sénat, la Chambre haute du Parlement français. Elle devrait être interrogée sur les conditions de sécurité de la galerie d'Apollon. Elle abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la couronne qui comptent environ 800 pièces. Cette séance représente un moment de vérité pour celle qui était devenue en mai 2021 la première femme à accéder à la tête du Louvre, un établissement de renom mondial qui a accueilli 9 millions de visiteurs en 2024, dont 80% d'étrangers. Le quotidien conservateur français Le Figaro a affirmé que Mme Descartes avait présenté sa démission après le vol, mais que cela lui avait été refusé et qu'elle avait reçu le soutien du président Emmanuel Macron. Passons à l'économie au Royaume-Uni, où l'inflation est restée stable en septembre à 3,8% sur un an, selon l'Office national des statistiques, l'ONS, mais à un niveau toujours élevé qui maintient la pression sur le gouvernement travailliste à l'approche d'un budget à haut risque. L'inflation est restée stable en septembre au Royaume-Uni à 3,8% sur un an, selon l'Office national des statistiques, l'ONS, mais à un niveau toujours élevé qui maintient la pression sur le gouvernement travailliste à l'approche d'un budget à haut risque. La ministre des Finances, Rachel Reeves, se dit déterminée à soutenir ceux qui ont du mal à faire face à la hausse des factures et au coût de la vie. L'inflation en septembre ressort en dessous des prévisions qui ont anticipé 4%, un signe jugé encourageant. Mais elle reste à un niveau bien supérieur aux 2,2% enregistrés dans la zone euro et à la cible de 2% de la Banque centrale britannique, la Banque d'Angleterre. Les pressions à la hausse des prix venus de ceux de l'essence et des billets d'avion ont été compensées par des prix plus faibles pour toute une gamme d'achats récréatifs et culturels. Une inflation élevée freine la consommation et l'investissement. Elle contraint aussi la Banque d'Angleterre à maintenir ses taux d'intérêt à 4%, ce qui pèse sur le coût de la dette au Royaume-Uni. Elle fait grimper automatiquement les prestations sociales, donc les dépenses publiques. En revanche, les recettes fiscales ne progressent pas assez pour compenser. Et
Et dans notre volet sportif, les Gunners d'Arsenal ont fait totalement exploser l'Atlético Madrid 4-0 avec 4 buts en seconde période à Londres et enchaîné un troisième succès sans but encaissé en 3 matchs de Ligue des Champions. Dominant d'entrée, accroché et menacé ensuite, le club au canon a fait parler la poudre après la mi-temps avec 4 buts en l'espace de 13 minutes. Le club anglais poursuit son début de saison parfait dans la Grande Coupe d'Europe qu'il rêve de gagner pour la première fois de sa riche histoire. Cela fait 3 victoires en 3 matchs avec 8 buts marqués en encaissés. L'Atlético ressemblait à un adversaire plus redoutable que l'Atlético Bilbao et l'Olympiakos, battus tous deux 2-0 et il a fallu du temps à un mois pour avaler sa proie. Voilà, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.